Merci, chers collègues. Aujourd'hui, nous étudions le projet de loi S-1002, loi concernant les guides du Canada. Pendant la première partie de notre réunion, nous allons entendre les parrains du projet de loi, notre honorable collègue, la sénatrice Mohiba Schaffer, et représentant l'Organisation des guides du Canada, Jill Zelmanovitz, chef de la direction, et Brenda Abrams, directrice de la gouvernance. Merci d'être ici aujourd'hui. Si vous le voulez bien, vous pouvez faire vos déclarations liminaires et ensuite nous continuerons. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous tous d'accepter d'étudier ce projet de loi. Les Guides du Canada est une organisation que je tiens à cœur. Je vais commencer aujourd'hui en vous ramenant à 1909, quand les guides ont demandé à participer à l'organisation des scouts. Ces jeunes filles voulaient avoir les mêmes possibilités que les garçons. Baden-Powell a été impressionné par l'initiative. Il a donc demandé à sa sœur Agnès d'organiser un programme pour les filles. Le mouvement a permis aux filles de voir à quelque chose qui leur était important. Les guides du Canada, aujourd'hui, sont formés, comptent 75 000 jeunes filles appuyées par des femmes partout au Canada. Les guides permettent aux filles de devenir résilientes, solides, fières, sûres d'elles et de se préparer et de toujours faire de leur mieux. Les guides jouent un rôle important dans le développement des fillettes et l'acquisition de compétences. Grâce à des programmes basés sur l'estime de soi, la santé mentale, la littératie financière et l'expérience à l'extérieur. Des programmes axés sur le sexe portent sur les filles et visent à abattre les obstacles sociaux. Elles permettent aux femmes d'occuper des postes de leadership. Dans ce monde en évolution, nous avons un domaine où le sexisme existe et il ne fait pas de doute que les jeunes filles ont besoin des guides du Canada maintenant plus que jamais. Aujourd'hui, les filles découvrent qui elles sont grâce aux guides. Elles deviennent confiantes, elles ont confiance en elles et indépendantes, et deviennent indépendantes. Les guides du Canada sont également de bons ambassadeurs du Canada partout à l'étranger, permettant aux femmes de participer à des initiatives mondiales, y compris la Commission des Nations unies sur la condition féminine et le développement des possibilités. Les guides ont pu donner les outils pour améliorer le monde. Honorables sénateurs, les guides, ça fait partie de mon ADN. Ma mère était guide et a travaillé avec Baden-Powell au Kenya. Elle a souvent parlé de ses expériences en allant camper dans le Kenya. Lorsqu'elle est passée en Ouganda pour se marier, elle a donné aux jeunes Ougandaises la possibilité de se dépasser. Ma sœur et moi, nous étions également des guides et des Jeannettes. J'étais la deuxième guide en Afrique. J'ai appris beaucoup de compétences de leadership grâce aux guides. En 1975, quand je suis arrivée au Canada comme réfugiée, les guides du Canada m'ont permis de m'intégrer dans la société canadienne. J'étais à l'aise dans ce groupe composé surtout de femmes et j'ai appris des compétences de leadership. J'avais peu de ressources et les guides du Canada m'ont donné des compétences de leadership. Les guides m'ont accueilli là où j'étais, au moment où j'étais, et m'ont donné ce dont j'avais besoin pour me développer et m'épanouir et devenir la personne que je suis aujourd'hui. Pendant longtemps, comme commissaire des guides au Canada, j'ai encouragé d'autres femmes à devenir des leaders. Honorables sénateurs, les guides du Canada a joué un rôle important pour m'aider à devenir qui je suis aujourd'hui. Je vous demande aujourd'hui de m'aider à appuyer les guides du Canada qui continuent de développer des jeunes filles courageuses, confiantes et qui sauront faire la différence dans ce monde. Les guides du Canada demandent qu'un projet de loi privé soit présenté au Parlement du Canada pour garantir que son rôle et ses procédures
comme organisation moderne soit maintenue et qu'elle continue de refléter la charte qui les gouverne. Les Guides du Canada, honorables sénateurs, a un système de gouvernance qui repose sur une loi particulière depuis 1917. La loi a été modifiée en 1947 et en 1961. La loi gouvernant les guides demeure telle qu'elle dans sa majorité. Dans ce projet de loi, nous cherchons à moderniser notre langage pour refléter les objectifs et la mission des Guides du Canada. Honorables sénateurs, je vous demande d'appuyer ce projet de loi qui donne aux fillettes et aux filles de notre pays un endroit où elles peuvent s'épanouir, développer leur confiance en soi et réussir. Merci, sénatrice Jaffer. Je m'appelle Jill Zinanovich. Je suis PDG de Guide du Canada. Je suis la PDG maintenant, mais j'ai commencé comme Jeannette et comme guide. Comme la sénatrice Jaffer, je suis moi aussi un produit des Guides du Canada. Je vous remercie de m'avoir invité à parler. Je remercie la sénatrice Jaffer qui parraine le projet de loi en notre nom. Je vais vous donner un peu d'explication. Les Guides du Canada donnent un environnement sécuritaire qui permet aux filles du Canada de 5 à 17 ans de développer leur voix, d'avoir de nouvelles amies et de faire des découvertes dans le monde. Nous essayons de faire en sorte que les femmes de partout dans le monde puissent venir ici et avoir l'impression qu'elles peuvent participer. Notre mission est d'être un catalyste pour les filles qui donnent des pouvoirs aux filles. Notre vision est les filles qui donnent lieu à un meilleur monde. Les Guides du Canada existent depuis plus de 100 ans et c'est une organisation qui a un bel avenir. Depuis notre fondation en 1910, plus de 7 millions de filles ont participé à notre organisation. Aujourd'hui, nous comptons plus de 75 000 filles partout et plus de 20 femmes qui sont des bénévoles. Notre programmation a évolué au cours des ans, mais demeure ancrée dans notre histoire et dans nos valeurs de base. Nous voulons faire progresser le bien-être des femmes et des fillettes, ce qui est à la base de notre organisation. Grâce aux guides, les filles ont un espace sécuritaire pour explorer ce qui les intéresse, un espace où la féminité est célébrée, où les filles sont inspirées et appuyées par des femmes qui les dirigent dans un sens positif. Dans cette organisation de filles, les guides donnent des choix aux filles, développent leur leadership qu'elles peuvent utiliser dans l'organisation et plus tard. Les programmes des Guides du Canada donnent aux filles des choix, leur donnent une voix et la possibilité de faire quelque chose. Nous avons lancé récemment notre programmation qui met les filles en premier. Les filles choisissent les activités qui les intéressent le plus, deviennent de plus en plus autonomes à mesure qu'elles passent dans le programme. Grâce à des activités de génie, de mathématiques, aux aventures à l'extérieur, aux discussions, les filles deviennent équipées des outils nécessaires pour naviguer dans leur monde. Maintenant, je donne la parole à ma collègue Brenda Abrams, qui parlera de ce projet de loi privé. Merci, Monsieur le Président. Merci aux membres du comité. Je suis contente de pouvoir vous parler ici du projet de loi et de répondre à vos questions. Comme Jill le disait, les Guides du Canada a été établis en 1910. L'organisation a une gouvernance qui a été formalisée dans une loi spéciale du Parlement en 1917. Contrairement aux autres organismes caritatifs du Canada, les Guides du Canada ont une gouvernance qui est gérée par cette loi. Comme le sénateur le disait, la loi a été modifiée 2 fois, en 1947 et en 1961, avec quelques petits changements. À l'heure actuelle, cependant, la loi demeure telle qu'elle était, en grosso modo, depuis 1917. 57 ans depuis le dernier amendement, nous cherchons des amendements administratifs pour montrer notre évolution. Le projet de loi nous permettra de faire en sorte que nos rôles et procédures seront reflétés dans notre charte de gouvernance.
Cette loi remplacera la loi de 1917, maintiendra l'incorporation des guides du Canada et apportera les changements nécessaires pour poursuivre les affaires de la société. Nos objectifs sont de mettre à jour le texte pour tenir compte de nos objectifs et missions, de mettre à jour nos dispositions de procédure et incorporer certaines dispositions de la loi régissant les organismes à but non lucratif dans notre loi. Le changement proposé mettra à jour notre objectif. L'objectif dit promouvoir le développement, la santé et le bien-être des jeunes filles et des jeunes femmes en offrant des programmes d'éducation sur le leadership, l'autonomie, le développement, la citoyenneté, le service communautaire et l'engagement social, ainsi que sur les questions touchant les filles, les jeunes femmes et leur bien-être. Cet énoncé d'objectifs approuvé par la direction des organismes caritatifs de l'ARC est mieux aligné avec la mission, la vision et les programmes contemporains des Guides du Canada. Le bill permettra aux Guides du Canada d'utiliser les titres français et anglais, Girl Guides, Guide Canada, Guide du Canada. Enfin, le projet de loi permettra aux guides d'imiter les provisions particulières. Par exemple, l'article 148 de la loi sur les organisations à but non lucratif, l'article 151 qui énumère les capacités de la corporation à rembourser les directeurs et les agents du conseil et le fait que le Guide du Canada pourra agir comme personne naturelle. J'aimerais mettre en valeur le fait que ces changements ont été revus par Corporation Canada. On nous a donné les renseignements nécessaires qui a été utilisé par notre organisation et par le greffier du Sénat pour présenter ce projet de loi. Les Guides du Canada évoluent pour faire en sorte que notre programmation continue d'intéresser les fillettes et les jeunes femmes. Ce projet de loi nous permettra d'ajuster nos opérations actuelles comme organisme moderne. Au nom de notre équipe, de nos bénévoles et des familles, j'aimerais vous remercier d'étudier ce projet de loi. Je remercie également Suzy So du bureau du jury légiste du Sénat. Je suis prête à répondre à vos questions. Nous avons beaucoup le sénateur Stuart Olson, vice-président. Sénatrice Olson. Merci d'être ici aujourd'hui. J'ai quelques questions. Où avez-vous le plus de membres, dans les régions rurales ou urbaines? Nous avons des membres dans les deux endroits, mais nous avons plus de gens dans les régions urbaines, ne serait-ce que parce qu'il y a plus de filles là. Alors, en pourcentage, c'est plus. Mais nous voyons donc que dans les zones rurales, il y a moins d'options de programmes pour intéresser les filles. Presque toutes les filles dans les zones rurales font partie des guides parce que c'est à peu près la seule chose qu'elles ont à faire. Une autre question, si vous me permettez. Les Guides du Canada et les Scouts du Canada, est-ce que vous avez des programmes qui visent à la fois les filles et les garçons ou est-ce que vous les tenez séparés? Nous sommes de bons amis avec les Scouts. Nous faisons beaucoup d'activités ensemble au niveau national, provincial et même local. Nous avons de bonnes relations avec le groupe. Il est important de dire que les Guides du Canada sont convaincus que ce que nous avons de spécial à offrir, c'est un espace réservé aux filles. Une autonomie spéciale se développe lorsque les filles sont ensemble dans un endroit sûr où elles peuvent parler de questions qui les touchent et ne touchent qu'elles. À bien des égards, nous avons beaucoup d'interactions avec les scouts, mais notre programmation de base vise essentiellement que les filles. Merci. Sénateur Dalphond. Merci, Monsieur le Président. Bienvenue au Sénat. Je n'ai rien contre l'organisation, bien que je n'en ai jamais fait partie, comme vous pouvez le comprendre.
Dans une autre vie, j'étais un avocat corporatif. Alors, j'ai encore beaucoup de plaisir à lire sur ce sujet. J'ai donc lu attentivement votre projet de loi. Et j'ai quelques questions, en fait. 1. L'organisation a-t-elle des employés permanents ou temporaires? Réponse oui. Combien? 175 partout dans le pays. Certains sont à temps partiel pour les camps, d'autres sont des employés permanents. Ça m'amène à ma question, en fait, que j'ai envoyée à la sénatrice Schaffer en septembre dernier. La loi sur les sociétés par action du Canada indique que les sociétés à but non lucratif peuvent s'inscrire au terme de la loi sur les organismes à but non lucratif ou continuer avec cette loi. La plupart des sociétés à but non lucratif ont continué d'exister au terme de la loi précédente. Vous avez dit qu'il y a des raisons historiques et autres pour avoir votre propre loi, et je comprends. Toutefois, vous ajoutez dans votre projet de loi verbatim des dispositions de la loi sur les organismes à but non lucratif et d'autres qui ne sont pas là. Moi, ce qui me préoccupe, c'est la question des salaires non versés. Dans tous les comptes de société, on dit que les administrateurs sont personnellement responsables de 6 mois de salaire et de traitement non versé. C'est l'article 146 de la loi sur les sociétés à but non lucratif. Ça s'applique à la Société canadienne du cancer et autres sociétés de ce genre qui font aussi du bon travail pour les Canadiens. Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas repris dans votre projet de loi cette disposition quant à la responsabilité des administrateurs en matière de salaire. Pourtant, vous avez 175 employés. Nous avons déjà ces protections et nous les prenons très au sérieux quand nous faisons nos vérifications et nos examens. Toutes ces obligations, que ce soit au niveau provincial ou fédéral, font l'objet de surveillance et de rapports. Nous avons ces protections, donc. La loi sur l'article 19 de la loi sur les sociétés à but non lucratif s'applique aux lois privées. Nous suivons ces directives et nous avons demandé des conseils pour savoir ce qui se produisait en ce qui concerne la responsabilité des administrateurs pour que ce soit clair. Je ne peux pas vous dire pourquoi cette disposition n'a pas été inclue. Je peux vous dire par contre, dans la perspective de notre politique, de nos règlements et autres, que nous appliquons cette précaution. Oui, c'est la loi qui l'accorde aux employés. Les administrateurs d'une société peuvent être protégés par une assurance au titre de cette responsabilité. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous n'avez pas inscrit cette responsabilité dans votre projet de loi. Dans le projet de loi, après consultation de Société par Action Canada et de Revenu Canada, nous avons mis les dispositions qui nous semblaient essentielles et transférables pour gérer ces questions de responsabilité. Nous ne nous opposons pas à ce que cette disposition soit ajoutée au projet de loi, mais nous pensons que nous avons déjà la surveillance nécessaire et que nous nous assurons que ces responsabilités sont assumées. Nous devons, envers nos employés, d'appliquer ces protections. Nous devons protéger l'intérêt public, nous le reconnaissons, et nous le faisons au moyen de nos politiques, de nos règlements et par conformité aux lois. Je comprends de votre témoignage que vous seriez d'accord pour que cette disposition soit ajoutée à votre projet de loi pour protéger les employés, n'est-ce pas? Je ne m'y oppose pas du tout. C'est la question que j'allais poser. Merci, sénateur. Merci beaucoup, sénateur Dalphon, sénateur Watson et sénateur McIntyre. Deux petites questions, Monsieur le Président, si vous me le permettez.
D'abord, félicitations pour votre travail. Nous reconnaissons son importance. J'ai une double question. D'abord, il y a tant d'enfants désavantagés et membres des minorités. Est-ce que vous pouvez les inclure dans votre organisation? Est-ce que vous pouvez les rejoindre? C'est ma première question. Je peux comprendre les changements que vous réclamez. J'apprécie les commentaires du sénateur Dalphon. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui a changé pour les filles de nos jours? Qu'est-ce qui se passe dans notre société qui pourrait rendre votre organisation peut-être encore plus pertinente? Et comment ce projet de loi que vous demandez au Sénat d'examiner vient appuyer ce travail? Merci de cette question. Nous voulons vraiment inclure une population plus diversifiée, tant chez les guides que chez nos leaders. À l'heure actuelle, c'est une de nos 4 grandes priorités, la diversité et l'inclusion. Nous en avons fait une stratégie. Nous essayons de rejoindre les filles qui, à notre avis, ont le plus besoin de l'expérience offerte par Guide Canada. Pour ce qui est de... Nous voulons aussi créer des endroits où ces filles se sentent en sûreté, dans un monde où nous savons que c'est elles qui sont en but au plus d'obstacles à la réussite. Quant à la pertinence, je dirais que pendant un certain temps, les Canadiens et les gens du monde pensaient que nous avions trouvé la solution pour les garçons et les filles et que les filles avaient un accès égal, tout comme les femmes. Mais compte tenu des cas signalés par le mouvement Moi aussi, nous sommes de plus en plus conscientes que les filles sont en but à des obstacles particuliers. Nous savons aussi que nous devons commencer à entamer ces conversations avec les filles lorsqu'elles sont jeunes, dans un espace sûr. Quand nous parlons aux parents, ce qu'ils nous disent, c'est que les guides du Canada offrent finalement ce qu'on trouve dans ce projet de loi, et c'est exactement ce dont les filles ont besoin. C'est le bon moment. Maintenant, ces mesures-là arrivent plus à point que jamais. La pertinence est une des raisons pour lesquelles nous nous sommes présentés devant vous aujourd'hui, car nous voulons nous assurer que nos objectifs traduisent bien ce que nous faisons. Si vous me permettez, Monsieur le Président, je voudrais ajouter à ce qu'ont dit mes collègues. Les guides peuvent recevoir les filles qui ne sont pas autorisées à être dans des groupes mixtes. Moi, je dirigeais un groupe dans une mosquée. Les filles pouvaient avoir des activités qu'elles n'auraient pas pu avoir autrement. C'est une possibilité pour les filles d'apprendre le leadership alors qu'elles ne pourraient pas le faire autrement. Sénateur McIntyre. Merci, Monsieur le Président. Merci de vos présentations. Le projet de loi contient 21 articles. Je sais que l'article 21 aurait pour effet d'abroger la loi et les 2 autres lois qui ont modifié la loi principale précédemment. Vous avez dit dans votre présentation quelles étaient les raisons pour remplacer la loi existante. Si j'ai bien compris, la loi proposée serait conforme aux dispositions de la loi sur les sociétés au Canada? Oui. Conforme également au droit civil et à la common law quant aux obligations des administrateurs et tout ce que j'appelle de la bonne gouvernance dans les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif. Merci de cette réponse. Compte tenu
Est-ce que les pouvoirs de Guide Canada seront étendus du fait de cette nouvelle loi? Ils ne seront pas étendus. Quand la loi a été adoptée en 1917, on n'avait pas ce concept que les sociétés avaient les mêmes pouvoirs qu'une personne. Alors, ça sera ajouté à la loi. Dans nos règlements, nous avons ajouté ce pouvoir au fil du temps pour tenir compte de la structure de gouvernance de l'organisation plutôt que de nous conférer de nouveaux pouvoirs. Cela correspond à ce que nous faisons maintenant, quels sont les rapports que nous produisons en tant qu'organisme de bienfaisance. Merci, sénateur McIntyre. Sénateur Day, puis sénateur Klein. Merci, Monsieur le Président. Je fais écho aux commentaires de mes collègues. Merci de votre travail qui est très important. C'est une grande contribution à notre société. La sénatrice Jaffer a parlé des guides à l'extérieur du Canada. Quelle est la relation entre la filiale canadienne et les autres? Est-ce que ça fait partie d'une fédération? Est-ce qu'il y a une maison mère quelque part? Guide Canada fait partie de l'Association mondiale des scouts et guides, qui est l'organisme cadre. Ça comprend environ 148 organismes membres et chacun de ces organismes a un organisme de scout ou de guide dans son pays. La maison mère est à Londres. Est-ce que le bureau central de Londres dicte comment vous pouvez utiliser votre propriété intellectuelle? Les logos, le nom appartiennent-ils à l'organisme international et vous avez une licence pour leur utilisation au Canada? Il n'y a pas vraiment d'accord de licence. Pour être membre, il y a des critères à respecter. La plupart des membres des organismes sont organismes membres depuis longtemps. Nous payons des droits, pas seulement pour la propriété intellectuelle, mais aussi pour les possibilités de formation qui sont offertes aux filles qui sont membres de Guide Canada au sein de l'organisme international. Il y a maintenant 5 centres mondiaux, des centres de formation auxquels nos filles peuvent avoir accès pour rencontrer des guides d'ailleurs au monde. C'est une expérience extrêmement enrichissante. Est-ce que ce projet de loi proposé a été approuvé par Londres, de même que vos règlements, de façon à ce que vous soyez conforme aux normes internationales? Non. L'Association mondiale des scouts et des guides examine les documents constitutifs, de même que les promesses et le nom de l'organisation. Il s'assure simplement que nous fonctionnons en fonction du mandat, mais ils savent le travail que nous faisons. Ils appuient vraiment notre mise à jour des objectifs afin que ça corresponde davantage à ce que Guide Canada offre comparativement à ce qu'il y a présentement dans le projet de loi. J'ai une autre question qui découle du commentaire de la sénatrice Jaffer au sujet des types de religions. Quelle formation avez-vous pour vos leaders en matière de tolérance religieuse et par rapport aux autres normes sociales? Nous avons fort énoncé d'inclusivité et nous avons de la formation avec nos partenaires sur le terrain pour nos leaders. Ce n'est pas seulement la déclaration de l'organisation. Nous pouvons appuyer nos leaders qui exécutent ces principes. Nous voulons que toutes les filles aient le sentiment d'appartenir à l'organisation d'où qu'elles viennent. Nous avons un programme de formation pour nos guides sur l'inclusion et la diversité. Monsieur le Président, permettez-moi d'ajouter que je travaille avec ce groupe depuis 40 ans au Canada. Je peux vous assurer que Guide du Canada est un organisme très inclusif et qu'on améliore toujours les connaissances avec l'évolution de la situation. Tout le monde est inclus. Dès que vous devenez membre,
vous faites partie de l'organisation. Il n'y a pas de discrimination en fonction de la foi. Merci, sénateur Klein, puis sénateur Deacon. Merci, Monsieur le Président. Merci d'être ici avec nous ce matin. Tout ça se trouve déjà dans une loi et j'ai une petite question à cet égard. Au lieu de présenter un nouveau projet de loi privé, avez-vous pensé à vous constituer en société au terme de la loi sur les organismes à but non lucratif? Bon, cette loi fait partie de nous, c'est comme ça que nous avons été créés, c'est comme ça que notre ancrage a été créé. Notre association n'avait jamais été constituée en société. La seule façon pour nous, c'était d'avoir ce projet de loi accepté par le Parlement. Alors, ça fait partie de nous. Et il y a d'autres organismes qui ont cette relation particulière avec le gouvernement du Canada. Quant à notre point de départ et à notre fonctionnement. C'est un partenariat très particulier que nous aimerions conserver. Nous pensons qu'en raison de la structure de la loi sur les organismes à but non lucratif, il y a une place à la fois pour l'une loi et pour l'autre pour que nous puissions continuer notre travail au terme de la loi, notre loi privée, mais aussi que nous puissions être liés de par l'autre loi, tout en conservant cette relation que nous avons avec le gouvernement du Canada. En 1917, c'était un cas très particulier. D'abord que les femmes se réunissent alors qu'elles n'avaient même pas le droit de vote, qu'elles puissent venir devant le Sénat et créer cette association. Nous ne voulons pas perdre cet élément parce que c'est un message puissant pour notre organisation. Il y a plusieurs années, le sénateur Denino a fait la même chose pour la loi sur les scouts. On a une loi spéciale pour les scouts et une loi spéciale pour les guides. Personnellement, je trouve étonnante l'identification que nous avons à cette loi. Je ne pense pas que nos membres se soient beaucoup souciés de la façon dont notre organisme a été créé. C'est quelque chose qui est très important, cette loi pour les gens. Le fait que nous ayons la possibilité de nous adresser à vous, les gens nous écoutent de partout au pays parce que tout cela les intéresse fortement. Ce serait facile de penser que ce n'est pas important, alors que dans les faits, c'est très important pour notre conseil d'administration et pour nos membres. Merci. C'est peut-être inhabituel, mais en tout cas, il y a des gens qui écoutent ces délibérations à la télévision. Vous avez dit que votre organisme sera modernisé, ça va apporter des changements. Quels sont les principaux changements? Le principal changement, c'est la mise à jour des objectifs entre la loi de 1917 et cette loi-ci. Cette disposition n'a pas été modifiée dans les amendements qui ont été apportés précédemment. Ça ne change pas la gouvernance interne et les règles qui régissent notre fonctionnement, que ce soit pour les programmes, l'immobilier ou autre chose. On aligne simplement nos objectifs par rapport à notre vision et à notre mission. Il s'agit simplement d'une modernisation. Vous étiez limité auparavant? On était limité. Je pense que les dispositions étaient désuètes. Nous avons examiné les dispositions relatives aux organismes de bienfaisance avec Revenu Canada pour être certain que ça correspondrait à ce qu'est l'objectif de bienfaisance d'après l'ARC. Je pense que là, cet objectif-là va pouvoir perdurer. Merci, sénateur. Sénateur Deacon.
Puis sénateur Dagenet. Sénateur Deacon. Merci, Monsieur le Président. Merci de votre présentation. Merci, sénatrice Jafford, de votre leadership dans ce dossier. J'ai été heureux d'entendre les réponses que vous avez données au sénateur Dalphon. Moi, j'ai été membre de conseil d'administration. La responsabilité, c'est important. Mais ma question est dans la même veine que celle du sénateur Watson. Je ne sais pas si il y a des gens ici au Sénat qui connaissent bien vos programmes. Les activités avec les SCEM également. Les femmes et la littératie, ça améliore la situation et on veut que vous réussissiez. Dans ce projet de loi, comment se fait-il comment ça va vous habiliter davantage dans, disons, 15 ou 20 ans? Nous voulons que vous réussissiez, que vous puissiez évoluer avec l'économie. Il nous faut plus de filles partout capables dans l'ère numérique de réussir. Comme organisation, savez-vous exactement de quoi vous avez besoin du point de vue législatif pour que vous puissiez continuer de vous développer? Réponse, oui, nous pensons que le libellé dans le texte nous permet de répondre à nos besoins maintenant, en 2018, mais aussi pour l'avenir, ce dont les filles auront besoin dans 2030. Le libellé du projet de loi nous permet d'évoluer et de faire face aux besoins de leadership et d'autonomisation. Ce sont des choses que nous continuerons de donner aux filles. La façon de le faire changera peut-être, mais à la base, c'est ce que nous voulons et le libellé nous permet de le faire. Si vous me permettez une dernière question, Monsieur le Président, oui. Allez-vous montrer le codage aux jeunes filles? Est-ce que vous allez profiter de cela? J'ai participé à quelques séances du samedi et c'est fantastique de voir ces jeunes filles venir avec leurs parents, se sentir un peu gênés et repartir la tête haute. Une transformation en quelques heures, c'est tout à fait phénoménal. Ce n'est pas qu'on ne sait pas que je ne sais pas faire, que je ne pourrais pas faire cela, mais je ne sais pas le faire. Et en 2 heures, on leur montre à le faire. Est-ce que vous êtes prête à faire des partenariats avec ces organisations? Réponse, oui. Les guides du Canada sont des experts en filles. Notre pédagogie pour équiper les filles, c'est notre spécialité. Nous ne sommes pas des spécialistes en tout. Nous avons des partenariats avec des questions particulières. Par exemple, nous travaillons en matière de santé mentale avec la ligne d'aide téléphonique. Nous travaillons avec des organisations de sciences et de technologie. Nous travaillons avec de nombreux partenaires. Merci. Sénateur Dagenet et sénateur de Marshall. Alors, évidemment, indirectement, j'ai connu le mouvement des Jeannettes et des guides. Non pas que j'en ai fait partie, mais ma sœur a été membre longtemps de ces groupements-là et je dois vous dire que c'est des groupements qui donnent de très bonnes valeurs. Maintenant, vous avez attiré mon attention, sénatrice Jaffer, parce que vous m'avez dit que le sénateur Denino avait déjà présenté un projet de loi concernant les scouts. Est-ce que ça veut dire que les dispositions administratives du groupement des scouts sont différentes de ceux des guides? Et s'il y a des différences, pourquoi il y aurait des différences? Parce que je pense que normalement, les mouvements sont sensiblement les mêmes, donc ils devraient avoir les mêmes dispositions administratives. Est-ce que vous êtes au courant si les dispositions des scouts sont différentes de ceux des guides? I can't speak. Je ne peux pas répondre des dispositions de la loi régissant les scouts. Je ne suis pas au courant. Ma participation est avec l'organisation des guides. Je peux aller me renseigner si vous le voulez, mais je ne peux pas répondre à l'heure actuelle.
Comme le mouvement des scouts est le pendant masculin du mouvement des guides, j'imagine que les dispositions administratives devraient être les mêmes pour les deux groupements. Donc, s'il y a déjà un projet de loi pour les scouts, le projet de loi pour les guides devrait sensiblement être le même. My assumption. J'imagine que oui, mais comme avocate, je pense que les mêmes processus ont été suivis, les dispositions semblables. L'objectif de chaque organisation est peut-être le même, légèrement différent, mais comme avocate, je pense qu'il y a peut-être des différences quand même et qu'il y a peut-être de petits écarts. Si vous me permettez, Monsieur le Président, l'objectif n'est pas le même entre les scouts et les guides. L'organisation des scouts ne vise plus seulement les garçons. Il y a maintenant des filles qui font partie des scouts du Canada. Ça a été changé. Ce n'est plus une organisation de garçons, c'est une organisation de garçons et de filles, alors que les guides, c'est une organisation pour les filles. Nous voulons rester une organisation pour les filles. Senator Marshall, please. Yes, thank you very much. Merci pour ce que vous faites. Pour les Jeannettes et les guides, j'ai été à tous les paliers de l'organisation. La loi fait référence aux états financiers. Pourriez-vous nous donner une idée de l'argent qu'il y a dans votre organisation? Vous avez parlé de bénévoles. Qu'en est-il du côté financier? Mon ami Jill est plus au courant de cela. Eh bien, voici. Nous avons des employés. Les programmes donnés aux filles sont le fait de milliers de bénévoles, comme on le disait au début, des femmes qui jouent le rôle d'offrir le programme, comme vous l'avez fait. Ces gens ne sont pas payés. Partout dans le pays, cependant, nous avons des employés qui aident ces personnes, ces bénévoles, pour développer des programmes, pour donner des services corporatifs, services de technologie de l'information et secrétariat. Ce sont des employés. Les budgets varient. Nous avons un budget central au niveau national et chaque province a son organisation qui a son propre budget. Et dans certaines provinces, il y a des organisations plus locales ou plus régionales qui détiennent un budget. Donc, quoi, c'est des milliers, des centaines de milliers, des dizaines de milliers de dollars? Le budget de fonctionnement au niveau national est d'environ 14 millions de dollars. Si vous faites le total pour tout le pays, nous avons les mêmes vérificateurs, donc le Bureau national revoit les bilans financiers vérifiés de chaque organisation et cela varie. Donc, vos bilans sont revérifiés. On parle du rapport d'une personne qui aura la capacité. Vous ne parlez pas de vérification comme telle. Nous avons un vérificateur qui nous donne un processus de vérification pour le Bureau national et pour les organisations provinciales. Microphone, s'il vous plaît, l'interprète. Les budgets sont présentés tous les ans. Les budgets des provinces. Est-ce que c'est sur votre site Web? Les états financiers sont sur le site Web, oui. Merci, sénatrice Marshall. Sénatrice Jaffer, merci pour avoir fait preuve de leadership dans ce domaine. Je vais dire à nos deux témoins que je reprends les commentaires de nos collègues. Nous vous remercions pour le travail important que vous faites dans ce temps si complexe. Nous vous encourageons dans votre travail et nous vous remercions pour ce que vous faites
au nom des jeunes femmes et des filles du Canada. Pour ceux qui sont à la maison, je vous rappelle que les filles et vous pouvez devenir plus tard sénateur ou député. Nous allons attendre les commentaires du jury conseil. Nous allons lever temporairement la séance. Ensuite, nous entendrons le témoignage du sénateur Harder portant sur le projet de loi S-1003, loi modifiant la loi de l'Église unie du Canada. Ensuite, on reviendra à l'étude article par article de ce projet de loi-ci. Donc, l'Église unie et les guides. Vous pouvez bien sûr rester dans la salle. Sénatrice Jaffer, si vous voulez rester à la table, vous êtes la bienvenue. OK, ça y est.